On va attendre le 1 un petit peu. Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier parisien, le 16e en particulier, et je te laisse te présenter. Bonjour, Dan Arfi, directeur d'agence chez ASG Courtage, courtier en prêt immobilier depuis 19 ans et bientôt dans son 20e exercice à partir du mois d'août. Waouh, ça c'est impressionnant. Alors pour ceux qui vont nous écouter sur le podcast que j'ai mis en place, Philippe Immobilier, sur tous les podcasts que vous pouvez trouver sur le net. Aujourd'hui, on va parler de crédit, oui, avec un pro du crédit. Et nous sommes en direct sur un support qui s'appelle TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vous invite à nous suivre sur les TikTok. Et on reprend l'intégralité des TikTok, des lives que l'on va faire, là, notamment celui-ci. Vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube. Et le fichier sonore sera écouté sur un podcast. Alors, on va déjà saluer tout le monde, parce que pour le podcast, je vais faire une exception, parce que c'est le premier. Bonjour Eric. Écoute, on va se représenter une dernière fois, et puis on a 14 personnes, c'est pas grave, ceux que ça intéresse retrouveront le live plus tard, et merci pour ceux qui s'abonnent. Donc je me présente, je suis Philippe Jean-Louis, je suis spécialiste de l'immobilier depuis 1999, ça veut dire un quart de siècle, tout Paris, le 16e en particulier. J'ai eu plusieurs vies au sein de l'immobilier et on se connaît ensemble depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça commence à faire beaucoup. Et Dan, et donc je le laisse se présenter tout seul. Eh bien, je suis Dan Arfi, directeur d'agence chez ASG Courtage, courtier en prêt immobilier depuis 19 ans, bientôt 20 à partir du mois d'août, spécialiste de la région parisienne et qui travaille sur différents profils de type de courtage en prêt immobilier. Voilà, et donc si vous avez des questions, alors l'objet du live, c'est d'abord, on va traiter la thématique ensemble, et puis après, on sera ouvert à vos questions. Alors, il faut faire attention, parce que je n'ai pas de montre, est-ce que tu en as une? Oui, pour pas trop dépasser sur l'objectif du live. On parle très souvent d'immobilier, il y a plusieurs marchés dans l'immobilier. Moi, je passe mon temps à dire ça quand il y a une crise dans l'immobilier, c'est de savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est l'immobilier d'entreprise? Est-ce que c'est l'immobilier d'habitation? Est-ce que c'est l'immobilier d'investisseurs pour faire de la location, nu, meublé, saisonnier? Peu importe. Très souvent, on passe par l'obtention d'un crédit immobilier. Et quand on parle de crédit immobilier, et bien là encore une fois, j'ai envie de faire une grosse différence parce que ce matin, étant donné que je suis comme toi, on se tient au courant de tout ce qui se passe, toi dans les crédits, l'immobilier, parce que nos métiers sont vraiment liés, on travaille vraiment main dans la main. Quel est le profil type de la personne ou du couple qui prend un crédit en France aujourd'hui, en 2024, on va dire sur les dernières années? Sur les dernières années, on assiste quand même à deux gros phénomènes. Tout d'abord, et il ne faut pas se le cacher, à une sorte d'appauvrissement. Les crises successives financières, d'inflation, et maintenant aujourd'hui de transition énergétique, puisque c'est le dernier projet de loi porté par le gouvernement, ont emmené une certaine précarité des ménages. Aujourd'hui, on assiste à trois phénomènes. Des couples qui empruntent avec un âge un peu plus avancé. Lorsqu'il y a encore quelques années, on était sur une moyenne d'âge de 33-34 ans. Aujourd'hui, on a une moyenne de 37 ans. L'apport qui est demandé est en général un petit peu plus important. Certes, il y aura toujours des abonnés, il y aura toujours des particuliers qui diront « moi, mon banquier m'a fait que ». Évidemment, ce profil existe et il y a toujours des banquiers qui ont cette notion un peu ancienne de travailler. Mais on va parler un peu de macroéconomie, ça veut dire on va prendre le modèle global. Donc tout d'abord, c'est ça, c'est un emprunteur aujourd'hui qui est un peu plus âgé, c'est un emprunteur qui est avec une situation professionnelle stable, ça ne veut pas dire forcément un contrat de CDI, mais quelqu'un qui est ancré dans son métier. Et c'est des gens aussi qui font attention aujourd'hui aux DPE parce que les banques demandent des DPE et elles donnent des coups de pouce sur certains DPE et excluent ou demandent plus d'apports pour d'autres DPE. Mini rappel, DPE, diagnostic de performance énergétique. C'est un grand challenge. Pour reprendre les termes de notre gouvernement
pseudo-écolo, c'est soi-disant la solution pour la transition énergétique. Bon, vous avez bien compris, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, vous avez compris mon opinion, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne DPE, diagnostic de performance énergétique. Je t'ai interrompu, je te laisse. Non, je t'en prie. Et du coup, derrière, on a aussi un troisième critère aujourd'hui qui est rentré en compte, c'est que les taux ont augmenté, ça n'a échappé à personne. En avril 2022, on empruntait aux alentours des 1,70, 1,80 en moyenne, sur une durée de 25 ans. Jusqu'au mois de novembre, on était monté jusqu'à 4,5. C'est-à-dire que entre avril et mai 2022 et novembre 2023, soit à peu près 1 an et demi, les taux ont été multipliés par 3, à peu ou prou. Là, aujourd'hui, les taux rebaissent. Donc les banques envoient un signal fort. Il n'est pas question de nous couper des particuliers. Nous soutenons l'économie des particuliers, nous soutenons les ménages qui veulent devenir propriétaires. En revanche, il y a des règles qui sont octroyées par le HCSF, qui dépend directement du ministère de l'économie. HCSF, c'est le Haut Comité de la stabilité financière, pour les ménages. C'est-à-dire que ce haut comité, qui sont des gens qui se réunissent et qui décident de ce qui est bon ou mauvais pour les ménages, à leur place. À leur place, ou c'est une politique générale dont ils ne font pas cas, qu'il existe énormément d'exceptions. Et du coup, ces gens-là ont décidé qu'il y avait un taux d'endettement maximum, ce en quoi c'est pour protéger les emprunteurs, et nous en conviendrons, il faut protéger les emprunteurs. Ils demeurent des consommateurs parfois non initiés, et il y a des règles à respecter, mais également, aujourd'hui, à ces critères-là. Donc le critère, c'est ne pas dépasser 35% d'endettement, ce qui est une hérésie, parce qu'un couple qui gagne à 3 000... Alors la moyenne, je crois qu'en France, c'est à 4 100 €, entre 3 700 et 4 100 € net avant impôt, pour un foyer avec 2 enfants. Donc voilà, 2 parents, 2 enfants. Ça, c'est le modèle c'est le modèle économique standard. À peu près standard, moyen, c'est ce qu'on appelle moyen. Ça représente grosse masse des emprunteurs, hein, voilà. Il ne faut pas les endetter à plus de 35%. Mais 35% pour eux, en fin de compte, avec l'imposition, les charges des enfants, les charges au quotidien, l'essence, l'inflation, c'est déjà beaucoup, en fin de compte. Mais ce même couple, on va dire parisien, un peu, ou en tout cas lyonnais, marseillais, qui va gagner un peu plus d'argent, alors je ne stigmatise absolument pas la province, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est juste pour donner des exemples un peu criants, entre guillemets. À ce moment-là, pour eux, 35%, ce n'est pas forcément une limite. Pourquoi ? Parce qu'en pouvoir d'achat, ils développent quand même un pouvoir d'achat un petit peu plus fort, entre guillemets. Donc, ce HCSF a décidé d'ajouter avec le gouvernement une loi aujourd'hui, donc qui est celle de transition énergétique, pour encore mieux encadrer, mieux accompagner les particuliers lors de leurs achats. Et le panier moyen d'acquisition aujourd'hui à cause de la hausse des taux est un peu descendu. Aujourd'hui, la moyenne des crédits, le panier moyen, en province, c'est aux alentours des 170 000 €, 160 000, 170 000. Et dans les grandes villes, on est en moyenne sur un panier moyen entre 260 000 et 280 000 €. D'accord, c'est assez intéressant. Moi, la question que je voudrais te poser aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer, encore une fois, puisque on a un gouvernement qui est déjà largement dans la place pour opposer les classes, clivant, qui est assez clivant. Est-ce qu'il y a une proportion de crédit? Est-ce qu'il y a eu plus de crédits au-delà de 3 ou 4 millions d'euros en France en 2023 par rapport à 2022? Est-ce que les gens qui représentent, à mon sens, le haut de gamme de l'immobilier, 1, est-ce qu'ils prennent des crédits? 2, est-ce que c'est à la marge? Ou est-ce que les banques font leur gras, entre guillemets, sur les plus modestes d'entre nous? Quand tu parles de 170 000 € panier moyen, si je devais retranscrire 170 000 € aujourd'hui à Paris, je peux vous proposer un 15 mètres carrés dans le 9e rue Émilie-Louise de la Tour, non pas de la Tour du Pin, mais de la Tour d'Auvergne, en rez-de-chaussée. Et là-dedans, je ne peux pas très clairement positionner le couple standard moyen, entre guillemets, avec un couple, 2 enfants gagnant 4 200 €. Donc ces gens-là ne peuvent pas habiter à Paris. Ma question, pour être plus clair, parce que je me perds un petit peu,
c'est est-ce que les gens qui achètent au-delà de 3 millions d'euros ont besoin de prêts? Si oui, est-ce qu'on fait des taux particuliers pour ces gens-là? Alors, la question elle est très intéressante, mais elle se subdivise en 3 chapitres. Tant mieux. Le premier chapitre, c'est tout d'abord quelle est la marge de la banque et est-ce qu'elle préfère créer de l'argent sur ce qu'on appelle le mass market, c'est-à-dire le marché de masse, pour traduire, c'est-à-dire l'emprunteur décrit par Tesson et par Messon juste avant, ou est-ce qu'au contraire, elle dit sur eux je vais faire de l'argent, ou au contraire je vais aller faire de l'argent sur ceux qui empruntent beaucoup parce qu'ils ont les moyens et il y a un effet de solidarité. Une banque ne travaille absolument pas comme ça. Une banque, elle travaille sur un système d'acquisition de l'argent, du coût de l'argent et de sa revente. Donc la revente, elle le revend aux ménages, mais ce n'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent que vous allez avoir un meilleur taux. Les banques ont en tout cas, elles ont connu jusqu'à très peu de temps, elles ont connu des sommes qu'elles ne pouvaient pas dépasser à prêter. Donc il faut comprendre qu'elles préfèrent avoir 1 million d'euros à distribuer à 5 couples qu'un couple seulement qui va prendre 1 million d'euros. Elles vont favoriser 5 ménages plutôt qu'un. Mais pourquoi ? Non pas parce qu'elles vont ouvrir 5 comptes bancaires, mais parce que tout simplement leur mission d'accompagner les particuliers, dans la charte, elle doit accompagner le plus grand nombre. Tout d'abord, il y a ça. Demain, les clients qui vont emprunter 3-4 millions d'euros, ça représente 2 à 5% du marché. Évidemment, on parle du simple au double. 2 à 5, c'est plus que du simple au double. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que tout simplement, en fonction des années, les couples français qui restent en France, qui achètent en France, qui produisent en France, 3 à 5 millions d'euros, 3 à 4 millions d'euros, on ne se rend pas compte, mais c'est monstrueux, c'est colossal. Ces couples-là, ils n'achètent pas cash, parce que déjà, il y a des problèmes de fiscalité. Ils vont optimiser leur IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, qui est le nouvel ISF. Voilà. Et derrière, il existe des montages fiscaux et même les banquiers sortir autant d'argent. En face, leur but, c'est de collecter de l'épargne. Donc si des gens peuvent acheter cash pour une raison fiscale, mais également pour des raisons qui sont de collecte financière, parce que pour vous prêter de l'argent, il faut bien comprendre que la banque doit en avoir en fonds. C'est des lois qui s'appellent BAL 2 et BAL 3. Bâle comme la ville de Bâle, puisqu'elles ont été rédigées là-bas, et voilà. D'accord, rien à voir avec Baltringue. Non plus. Non plus. Donc rien à voir. Donc c'est des lois qui s'appellent BAL 2 et BAL 3, tout simplement, qui demandent à la banque d'avoir des fonds en propre pour vous prêter de l'argent. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Ce que l'on voit à la télé, par les programmes de télé-réalité, je ne mets personne en cause, mais entre ces pseudo-influenceurs qui vivent dans des villas archi-luxueuses, entre cette famille maintenant assez connue qui se montre en train de faire chaque semaine visiter des biens d'exception. Ces gens-là sont à la marge. Ces gens-là sont à la marge, ils ne sont pas les Français moyens, c'est-à-dire toi, moi et ceux qu'on accompagne. Dans ma clientèle, il est évidemment question parfois de montants assez importants. Toutefois, ces gens-là ne représentent que 3 à 5%, c'est-à-dire proportionnellement à ce que les banques vont avoir comme clientèle. Ces gens-là, nous les accompagnons et nous leur donnons certains services de très haute qualité. Mais je m'occupe exactement de la même manière des personnes qui vont emprunter un panier moyen de 170 000 à 200 000 euros. C'est exactement comme moi. Mais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que un projet immobilier, quel qu'il soit, il est important pour vous, c'est votre patrimoine, c'est votre socle, c'est le socle de la pyramide. Et sans ce socle-là, évidemment, rien ne peut être construit. Mais à côté de ça, on parle d'un projet humain avant de parler d'un projet financier. Moi, je suis un financier, c'est-à-dire je traduis. Mon rôle, c'est de traduire votre envie d'acquérir, je le transforme en chiffres. Et de ces chiffres-là, je fais en sorte qu'ils vous coûtent le moins cher possible grâce à mes partenaires bancaires. Comme je le dis souvent, je ne travaille pas pour les particuliers contre les banques, ni pour les banques contre les particuliers. J'ai cette formule, j'ose en tout cas cette formule, c'est je travaille avec vous auprès des banques. Ah oui, tu accompagnes. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc voilà un peu quel est le truc. Mais un prêt de 3-4 millions d'euros, pour en revenir, il y en a, mais après ce sont des institutionnels, ce sont des compagnies qui achètent aujourd'hui, ce sont des family office, donc c'est des
Family office, c'est en gros une sorte de foncière familiale, de foncière de groupe qui a pour but d'acquérir des biens immobiliers pour les rentabiliser, les mettre en location. Donc c'est un investissement avec une rentabilité très long terme, puisque les family office ont vocation soit pour d'être revendus en masse. Bon, c'est encore un nouveau phénomène, mais bon voilà. Moi j'aime bien nuancer. Hier j'ai discuté avec 2 personnes. Un président directeur général d'une société qui est spécialisée dans le luxe, mais alors vraiment le luxe. Et la notion de luxe, ça ne veut pas dire cher, puisque un bien qui est cher n'est pas forcément un bien luxueux. On est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'au travers des lives que l'on fait ensemble, hein, et je vous remercie, puisque aujourd'hui vous êtes plus de 10 000 à être abonnés, c'est de voir qu'en 2023, au gré des lives, il y a énormément de personnes qui se disent « je vais attendre, je n'attends pas, les taux augmentent, c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela ». Et en parallèle, on a un marché de l'immobilier du luxe qui a fait une année exceptionnelle en 2023. Donc d'un côté, on a de l'attentisme, et de l'autre côté, on a l'ultra-luxe, le luxe, d'accord. Si je devais donner une image, il y a plusieurs marques de montres. Si on parle de Rolex, on va dire que c'est du luxe. La Swatch donne l'heure également, mais ce n'est pas le même marché. Eh bien, le marché de la Swatch, si je devais faire un parallèle avec le marché de l'immobilier, le marché immobilier moyen a du mal, parce que le panier moyen et le français moyen, entre guillemets, dont je fais partie, hein, je t'intègre dedans, on va avoir plus de mal, alors que les gens qui ont de gros moyens, finalement, et c'est ce que je dis, et vous regarderez selon les lives, vous avez des gens qui n'ont que le taux baisse, monte, stagne, s'en moquent complètement. Parce que ça ne changera pas leur capacité ni d'emprunt, ni de projet. Je termine sur une chose, c'est que j'ai une cliente privilégiée qui a obtenu un taux de 0,65 il y a quelques années. Ah oui, il y a quelques années. Ouais. 0,65. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle occupe un bien qui vaut pratiquement 2 millions d'euros et ça lui coûte même pas 1 000 euros par mois. Il y a 3 notions qui se dégagent de là. La première, c'est que le marché a subi une correction. Quand je dis une correction, oui, c'est que ce qui était des biens qui connaissaient, par exemple des immeubles qui avaient des travaux de copropriété à réaliser, des biens qui n'étaient pas de première qualité, c'est-à-dire un plan qui n'est pas forcément optimisé, ou beaucoup de travaux à faire, il y a un moment où il y a eu une euphorie immobilière et les gens achetaient à n'importe... Enfin, acheter. Cette correction, elle s'est effectuée. Aujourd'hui encore, en 2023, un bien de qualité, dans une copropriété bien tenue, avec un certain standing, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit, va partir sans quasiment aucune négociation, dans un délai assez rapide. Cette correction a apporté 2 choses. Tout d'abord, cet attentisme, parce que, en effet, les couples, quels qu'ils soient, ont décidé d'attendre parce que leur panier moyen avait été impacté. Inflation, donc déjà, c'est-à-dire le coût de la vie au quotidien. Est-ce que je vais pouvoir supporter une mensualité de crédit? Et si ma situation se dégradait? C'est toujours cette question qui revient constamment. C'est une anxiété, en fait. C'est une anxiété de la propriété. Or, il faut bien comprendre que quand on est propriétaire, la mensualité reste toujours la même. C'est un taux fixe. Et en plus de ça, quand vous empruntez cher grâce à une correction de marché, c'est-à-dire que vous avez acheté là, alors qu'avant c'était à peu près ici, votre taux qui était là, en effet, il est passé là. Mais un marché, c'est cyclique. C'est ce qu'on appelle en économie les cycles de Kondratiev. Donc, ça va se faire comme ça, et puis ça va revenir. Certes, ici, on est ici. Mais on a bien vu qu'entre novembre, où on était en moyenne à 4,57, aujourd'hui, les emprunteurs empruntent en moyenne à 3,95. Ils ont déjà gagné 0,60 en 3 mois, en 4 mois. Donc, en fin de compte, et il existe une clause qui est du code de la consommation, qui est la clause de réaménagement. Cette clause-là, c'est-à-dire, alors les gens disent on va faire un rachat de prêt. Non, c'est un réaménagement. Le rachat de prêt, c'est reconstituer son endettement global en une seule mensualité. Et ça, c'est extrêmement coûteux. Donc, le terme exact, c'est de faire un réaménagement. Quand vous avez emprunté à 4,57, il suffit que vous ayez un écart de 0,70. Donc, quand les taux descendront à 3,87, 3,77, allez, même 3,70, comme ça fait des chiffres ronds, vous serez en mesure de demander à votre banquier ce qu'on appelle un réaménagement de l'emprunt. C'est-à-dire de lui dire, aujourd'hui, soit vous acceptez de baisser le taux, soit j'irai faire marcher la concurrence.
et on va re-rentrer dans un marché qui va être de plus en plus dynamique. Le marché immobilier, contrairement à ce qu'on croit, s'est corrigé mais n'a pas baissé. Il faut aussi mettre en perspective les statistiques d'inflation et les statistiques du marché de l'immobilier. Si l'inflation a beaucoup augmenté, le marché immobilier n'a pas forcément baissé. À Paris, les prix, et c'est les constatations qu'on fait, pour les pires, ils ont baissé de 3 à 5%. Mais alors, on parle de ce que j'ai décrit, c'est-à-dire l'appartement avec pas un bon plan à refaire, avec des Dès qu'on va avoir un copropriétés. défaut, quel qu'il soit, dès qu'il y a un défaut, on reste tanké. C'est-à-dire qu'il faut attendre le retour de la marée pour Exactement. pouvoir repartir. Exactement. Le retour de la marée, c'est non pas alors c'est le niveau de la mer qui remonte. Alors c'est pas l'augmentation des taux, c'est une baisse des taux et puis éventuellement une baisse des prix. Mais encore une fois, baisse de prix, j'aime bien cette expression de correction. C'est une expression qui a été reprise par le président de la FNAIM, qui ne parle pas de baisse de prix, mais de correction. Et pour moi, c'est une chose qui est très importante. Je mets juste une petite parenthèse, c'est qu'un bien qui est au bon prix se vend aujourd'hui en moins de 1 mois. Ah oui, bien sûr. Si passé 1 mois, ça n'est pas vendu, c'est soit vous avez un mauvais intermédiaire en face de vous, donc à ce moment-là, vous lui posez la question, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous avez à tes souhaits. Merci beaucoup. Quels sont les efforts de communication que vous avez fait sur mon bien? Donnez-moi les statistiques de consultation, parce que ça c'est une chose qui est très importante. On revient un petit peu à mon métier, entre guillemets. Demandez les chiffres de consultation. Il y a les alertes qui ont été reçues par les clients, puisque votre bien aujourd'hui, et ça c'est une notion qui est une chose qui est très importante, quel que soit le marché, quel que soit le type de bien que vous ayez, il faut savoir qu'à un moment donné, ce n'est pas un pigeon voyageur avec le descriptif imprimé sur une page A4, quel que soit le grammage, qui va être envoyé au client, c'est une alerte digitale. C'est-à-dire que ça va arriver soit sur un SMS, soit sur un téléphone, puisque nos téléphones maintenant reçoivent les emails, et quel que soit le bien. Alors, soit vous avez laissé vos coordonnées à un professionnel de l'immobilier avec vos critères, eh bien, il va prendre le temps de vous appeler ou de vous envoyer un email. Voilà. Donc, ça veut dire que le digital a pris le pas sur beaucoup de choses. Ça accélère beaucoup la transmission de données, d'accord ? Et un bien, finalement, n'est qu'une transmission de données. Ce sont des chiffres. Eh bien, aujourd'hui, votre bien n'est pas vendu. On a utilisé tous les moyens de diffusion. Ne cherchez pas. C'est le prix. On ne peut pas travailler sur l'étage. Moi, même en 99, on disait exactement la même chose. On ne peut pas. On se connaissait déjà 2001. On disait la même chose. L'environnement, si on ne peut pas le changer, il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer l'exposition. On peut travailler à l'intérieur de votre bien, que ce soit une maison, un hôtel particulier. Mais si c'est un hôtel particulier qui est porte de la Chapelle aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, je suis navré, j'ai une mauvaise nouvelle. Il faut continuer de rester dedans parce que ce sera invendable. Et surtout, ne partez pas parce que ça risque d'être squatté. Donc, pour ceux qui connaissent Paris, vous avez compris. Je te laisse revenir sur les taux. Bon, j'ai un peu coupé. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, il y a une question ici qui revient assez souvent. C'est non pas la transmission, mais est-ce que l'on peut garder ma cliente, par exemple, qui a obtenu un prêt à 0,65%. 0,65%. Est-ce qu'elle pourra le transférer sur une nouvelle acquisition? Exactement. Aujourd'hui, elle vise un bien qui vaut 2 fois plus que ce qu'elle occupe aujourd'hui. Elle occupe pratiquement quelque chose qui vaut 2 millions d'euros aujourd'hui. Elle n'a pas fini de rembourser, bien évidemment, son crédit à 0,65. Est-ce qu'elle peut le transférer? Transférer, ça s'appelle. Est-ce qu'elle peut le transférer sur un autre bien? J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour elle. Ah, ça commence. Non, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, tout allait bien. Alors, je vais juste terminer sur le point d'avant Oui. et je vais revenir à ça. Moi, j'ai déjà oublié. Donc, c'est pas grave. On parlait justement des réaménagements d'emprunt. Donc, en fin de compte, c'est toujours le particulier. Le message que je veux vous passer, il est avant tout celui-ci. N'oubliez jamais que c'est le particulier qui a la main et pas le professionnel. Parce que le professionnel... Le particulier, c'est vous. Hein. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Le particulier, c'est vous qui nous écoutez et qui nous... Et on vous en remercie d'ailleurs. Mais c'est vous le particulier, c'est vous le consommateur. Il ne faut pas oublier que nous sommes des fournisseurs. Que ce soit Philippe ou moi, nous sommes ce qu'on appelle les fournisseurs de services, des prestataires. La banque, c'est un notable. Mais c'est un notable de prestataire de services. C'est-à-dire qu'il vous doit une prestation à la hauteur de ce que vous voulez. Évidemment, c'est important ça parce qu'on a tendance à l'oublier
Et très souvent, quand on dit banquier, notaire, les gens perdent tous leurs moyens. C'est le cas de le dire. Alors que ce ne sont jamais rien que des prestataires de services. Alors, ils travaillent pour nous. Assermentés pour certains, oui, voilà, mais d'autres, comme nous, sommes des prestataires de services. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que votre intérêt prime sur l'ensemble de la prestation. Je ne tape absolument pas sur mes partenaires bancaires. Bien au contraire, je les mets en avant parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de vous, vous avez aussi des êtres humains, mais qui dépendent aussi d'un système informatique. C'est-à-dire que ce n'est pas le banquier qui ne vous aime pas. Ce n'est pas vous qui avez un mauvais dossier. C'est une politique qui est décidée bien en haut de gens qui ne savent absolument pas ce qu'est un client, que vous le sachiez quand même, et qui vous disent, grosso modo, c'est un peu comme le HCSF, donc ils ne savent pas qui sont les gens qui constituent la rue, mais en revanche, au comité de la stabilité financière, voilà, pour les ménages. Qui sont tranquillement dans un bureau avec un bureau en cuir. Ah non, ils vont déjeuner et à 14h30 quand ils reviennent un peu bourrés, ils disent bon les gars, on fait quoi? C'est-à-dire que eux, on va jamais les croiser. C'est-à-dire que là, moi, quand je viens chez un client, ben, il me voit, il me croise, on s'écoute, on a un échange entre guillemets que vous ne pouvez pas avoir avec ces personnes-là qui prennent des décisions en fait pour la planète. Pour en tout cas les Français, pas pour la planète, mais pour les Français, dans l'ensemble. Et donc, c'est ça ce que je veux vous dire, c'est n'oubliez jamais que nous sommes des prestataires de services, vous êtes les particuliers, il n'y a aucune démagogie dans ce que je dis, c'est juste un rappel factuel et une remise en position de l'acquéreur et donc du futur client. Moi, je suis un prestataire de service, le jour où vous ne voulez pas venir me voir, ne venez pas me voir, c'est pas très grave en vrai, parce que voilà, c'est votre choix et je me dois de le respecter. C'est comme dans une équipe de foot. Même si on est une superstar, le jour où le coach nous dit bah, allez sur le banc, il faut aller sur le banc. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait l'équipe. Vous avez compris que Dan aime le foot. Un peu, ouais. En tout cas, voilà quel est le message que je voulais vous donner. Et après, je vais revenir sur ta cliente, en effet, qui a ce problème de transfert, mais en parlant du marché du luxe. Le marché du luxe fait beaucoup fantasmer, on le voit. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que en France, nous sommes riches à partir d'un certain montant qui ne nous autorise pas le luxe. Les ultra riches représentent. Alors, en France, de mémoire, on gagne en couple plus de 7 000 € pour 10% de la population des Français. Les ultra riches au-dessus de 120 000 € par an, et même 200 000, je crois qu'ils ne représentent que 2 à 3%. Donc, vous voyez bien, chers particuliers, quels que soient vos moyens, ne prenons pas certains exemples comme des cas généraux. Non. Comme ce qu'on appelle du mass market, c'est-à-dire du marché de masse, absolument pas. Ce qui est exceptionnel doit rester exceptionnel. D'ailleurs, c'est parce que c'est exceptionnel que ça passe parfois à la télé, qu'ils ont eux-mêmes une émission dédiée. Mais je vous rappelle que plus de 70% d'entre nous vivons exactement de la même manière, nous posons exactement les mêmes questions. Juste pour conclure, parce que là on était sur le marché du luxe, n'oublions pas non plus que l'immobilier, quel qu'il soit, est un marché de transmission. En France, nous avons cette culture de la terre. N'ayons pas honte. Nous avons cette culture de la terre. La terre, c'est ce qui nous a forgés. La terre, c'est notre histoire. La terre, c'est une transmission. Et bien, de la même manière, que vous ayez un bien immobilier à Paris 16e, à Paris, même porte de la Chapelle, ou ailleurs, vous pourrez le transmettre à vos enfants, à des gens que vous aimez, ou à des associations. Il y a des associations qui ont un cruel besoin de cette manne financière pour pouvoir participer à des projets. Que ce soit contre la lutte contre le cancer, que ce soit pour la SPA, que ce soit pour autre chose. N'hésitez pas à faire des legs. Personnellement, je n'ai pas de part dans une association, donc, mais je le dis en bienveillance, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde où certaines choses tournent un peu à l'envers de nos propres valeurs, favorisons ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà. C'est un petit message un peu personnel, mais dont je crois que tu partages certaines valeurs. Oui, complètement. Enfin, moi, le partage, j'en suis la preuve vivante, puisque une famille et un donneur a partagé un don d'organes avec moi. Sans don d'organes, dans cette notion de partage, je suis mort en 2018. Donc je suis quand même la preuve vivante que le partage est l'essence même de la vie. Et je rajouterai quand même, et je nuancerai quand même une chose, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Bah oui, et je préfère aider mon voisin de gauche que le voisin que je ne connais pas qui est à 3 km d'ici. On est d'accord. Voilà. Donc ça, c'était cette partie-là. Et maintenant, pour ta cliente à 2 millions Exactement. d'euros, parce qu'on va parler de transfert d'emprunt. Je dirais quand même une chose, parce que très souvent sur les lives, on a quelques personnalités très agressives et qui sont dans le populisme, en disant oui, les salauds de riches, les propriétaires, etc. Je tiens quand même à rappeler une chose,
c'est que si on a un certain standing de vie ou une image de la France à l'étranger, c'est grâce au luxe. C'est l'industrie du luxe qui participe grandement à l'état de santé de notre économie. C'est-à-dire que vous enlevez du jour au lendemain LVMH. Tous les investisseurs, LVMH par exemple, je n'ose imaginer l'état de la France parce que ça représente quand même énormément d'argent et d'emplois. Lorsque l'on va acheter un appartement à 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros et qu'il y a des travaux à faire, je peux vous dire que les entrepreneurs qui sont derrière vont eux-mêmes générer et faire travailler des équipes de 10 à 15 personnes. Ils vont aller acheter des matières premières, ils vont payer des taxes, de la TVA. Donc nous bénéficions tous, puisque avec la TVA, on est censé avoir des hôpitaux, de la sécurité. Je ne sais pas ce qu'ils font avec l'argent en fait, parce qu'il y a quand même de la TVA. Je suis navré, mais moi c'est ma parenthèse de révolutionnaire. Il y a quand même une taxation sur notre pays. On ne peut pas taxer les pauvres, même si on taxe les pauvres aujourd'hui, puisque j'estime moi que les produits de première nécessité devraient avoir une taxe à 0. C'est-à-dire tout ce qui permet du riz, des couches, les aliments pour les bébés, etc., ça devrait être 0. À partir du moment où on vient taxer ça, c'est dégueulasse. L'eau, ça devrait être 0. Tous les biens primaires, ça devrait être 0. Après que l'on taxe le luxe, moi j'ai vécu dans un pays qui s'appelait la Belgique, ça n'existe plus puisque l'Europe est passée par là et on a nivelé tout ça, mais il y avait une taxe luxe qui était de 33%. C'est-à-dire que si on voulait acheter une voiture de luxe, c'était taxé à 33%. Une montre de luxe, 33%. L'exemple tout à l'heure de la montre Rolex, TVA à 33%. La Swatch, je n'ai pas les chiffres en tête, je vais dire n'importe quoi, 20%. Donc il y avait une certaine équité, c'était homogène. Moi ça ne me gêne pas quand on est riche qu'on paye plus de taxes, mais qu'un pauvre paye le même taux d'imposition. Bon, c'est une petite parenthèse que je viens fermer, tout ça pour dire qu'il ne faut pas taper sur ceux qui créent des emplois chez nous, parce que sans emploi, on ne peut pas payer son loyer, sans investisseurs, ça c'est une chose qui est quand même importante, si on continue de taxer les investisseurs, ils ne vont pas créer de logement. Pas de logement, pas de loyer. Donc on voit ça parfois. C'est une minorité, mais l'infime minorité est quand même beaucoup plus bavarde que la grande majorité qui est d'accord avec nous, qui se tait. C'est la majorité silencieuse en fait. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Je te laisse continuer si tu arrives. Je ne sais pas comment il fait. C'est vraiment un vrai professionnel parce que moi, je suis totalement perdu. Non. Et derrière cela, il y avait évidemment la question pour le transfert du prêt. Le transfert du prêt, c'est quelque chose que beaucoup de banques ont. Donc, transfert du prêt, pour rappel, vous avez un prêt, le taux vous semble intéressant et vous souhaitez le conserver sur le capital restant dû, c'est-à-dire sur la somme qu'il vous reste à rembourser au jour J, sur une prochaine acquisition. Ça a existé. C'est dans pas mal de contrats d'offres de prêt. Successivement, les banques se sont... Alors, je ne vais pas les nommer pour ne pas me faire de copains supplémentaires. Mais successivement, depuis 2016, certaines ont renoncé. Déjà parce que les taux étaient trop bas et elles avaient compris qu'en cas de remontée des taux, il serait problématique de conserver cela. Donc elles ont, pour certaines, arrêté complètement. Et d'autres ont inséré dans leur clause quelques petits mots. Donc, en gros, ça dit, à votre demande, vous pourrez souhaiter le transfert de prêt sous réserve, donc tout ce qui est avant, ça compte pas. C'est les plus petits caractères, ça, j'imagine. Non, c'est les mêmes caractères, ouais. Sous réserve de l'accord du service de caution, donc c'est-à-dire de crédit logement ou d'un service d'hypothèque, et du prêteur. Voilà ce que ça veut dire à peu près. Donc ça veut dire qu'en effet, vous pouvez le demander. Mais il y a un moment, il y a une telle décorrélation entre les taux qu'on a connus et aujourd'hui, qu'une banque économiquement ne peut pas le faire. Il est compliqué d'expliquer aussi à des particuliers la mécanique de la banque. La banque, elle n'est pas là que pour prendre les sous. Le problème, c'est qu'en France, on a cette image du financier, du banquier, en chemise-cravate, désolé, je corresponds à certains stéréotypes. Oui, je réalise que je n'ai pas de cravate, je suis navré. Non, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on correspond à des stéréotypes. Mais derrière cela, déjà, il y a une forme de respect du service qu'on doit aux particuliers, et c'est pour ça que je me permets d'en porter. Ce n'est qu'une question de respect des particuliers avec qui j'ai affaire. Mais derrière, si aujourd'hui, l'argent, quand il coûte 4, on vous le vend à vous parce que vous avez eu un taux à 1,5, il y a un problème. Et vous avez moins épargné.
vous avez moins collecté. Et la banque, elle peut faire faillite. Bon, en France, une banque ne peut pas faire faillite parce qu'il y a un système de ce qu'on appelle de sécurité. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Donc aujourd'hui, malheureusement, cette dame qui a emprunté à 0,65, à une époque où 0,65 était un taux exceptionnel, mais on était sur des taux d'environ 0,90 ou 0,80, tant mieux, parce qu'elle apporte et elle a créé des richesses aussi pour la banque. Toutefois, aujourd'hui, à moins que vraiment sa clause rédactionnelle démontre clairement un avantage pour elle, et je pense qu'elle devra être accompagnée par un courrier motivé d'un professionnel, elle ne pourra pas réemprunter à 0,65 sur ce nouveau projet, mais au taux qui est aujourd'hui. Maintenant, je le dis aux couples particuliers, n'attendez pas forcément pour acheter, pour deux raisons. C'est que quand les taux auront assez baissé, excusez-moi, vous ne pourrez plus acheter non plus, parce que les prix seront repartis en flèche. Achetez aujourd'hui ce que vous pouvez. Les taux baissent, vous pourrez réaménager. Donc ça veut dire soit vous gagnerez en année en conservant la même mensualité, soit vous gagnerez en pouvoir d'achat en baissant vos mensualités. Aujourd'hui, vous constituez un patrimoine. Un patrimoine se transmet, on en a parlé il y a quelques minutes. N'oubliez jamais que ce que vous le faites pour vous. Ne pensez pas que vous êtes non plus des surinvestisseurs. J'ai acheté 100, je vais revendre 200 et c'est ainsi que je vais faire. C'est un métier. C'est peut-être pas le vôtre. Ne pensez pas non plus que vous êtes des pigeons parce que vous avez acheté au prix du marché. C'est pas vrai. Pensez plutôt, aujourd'hui j'ai un toit, je vais payer la même mensualité tous les mois, alors que si j'avais un propriétaire en tant que locataire, avec les indices INSEE, j'ai un loyer qui va augmenter d'année en année ou tous les 2 ans. Chaque année. Chaque année, vous merci. avez l'indice de révision des loyers, Voilà. l'IRL qui est noté sur votre bail. Donc, je vous invite à aller regarder votre bail de location pour ceux qui sont locataires. Et vous allez voir que vous avez une certaine valeur. Là, on doit travailler sur le 4e trimestre 2023. Eh bien, vraisemblablement, le 4e trimestre 2024, vous aurez fort probablement une augmentation de 1, 2, 3, 4. Ça peut aller jusqu'à 5% quand même. Maximum. Alors que si vous étiez propriétaire, votre remboursement de crédit serait totalement linéaire, alors que votre loyer ne fait qu'augmenter et le montant que vous allez payer en euros, aujourd'hui, celui qui paye 1 000 € de loyer, d'accord, ou 1 000 € de mensualité. La différence, c'est que aujourd'hui, 1 000 € dans 20 ans, il continuera de payer 1 000 €, mais il ne pourra pas acheter la même chose avec 1 000 €, parce que le coût de la vie continue de monter. Ouais. Si vous regardez ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans avec 1 000 € et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec 1 000 €, ce n'est pas la même. Alors imaginez que vous mettez 1 000 € et 20 ans après, on va dire que vous êtes grosso modo, je sais qu'il y a des spécialistes, il y a des profils de la fiche Excel qui vont me dire non, c'est pas vrai. Bon, je vais dire n'importe quoi. Dans 20 ans, votre loyer, il est à 2 000 €. Ben, les 2 000 € que vous allez sortir correspondraient peut-être à ce que vous êtes capable 20 ans avant d'acheter. C'est-à-dire que la capacité, le pouvoir d'achat à 1 000 € sera peut-être situé à 2 000 € dans 20 ans. Donc vous imaginez bien qu'il vaut mieux être propriétaire et très rapidement s'endetter pour payer la même chose. Et en plus, Dan a raison, les taux baissent, renégocier. Réaménager. Réaménager, pardon. On va utiliser les bons termes puisqu'on a la chance d'avoir un professionnel. Moi, c'est l'immobilier, lui, c'est tout ce qui est financier. Donc, profitez. Ça va faire 42 minutes puisqu'il faut faire attention sur le format du podcast. C'est 3/4 d'heure, c'est bien. Maintenant, si vous avez quelques questions, eh ben, je vous invite. Vous êtes 80... J'ai pas mis mes lunettes, c'est pas très malin. Hop, 93. J'allais dire 9300, mais c'est 93. Donc vous êtes 93. Si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, je réponds avec plaisir. Je me représente et puis tu vas te représenter aussi parce que ça me semble important pour ceux qui viennent d'arriver. Donc moi je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999. Paris en général, le 16e en particulier. Et j'ai la chance d'avoir rencontré en 2001, il y en a qui sont même pas nés, je suis sûr, sur le live, Dan qui va se présenter. Donc je suis Dan Arfi, directeur d'agence chez ASG Courtage, courtier en prêt immobilier depuis 19 ans. Et j'entame ma 20e année de courtier en août 2024. Donc voilà, un peu d'expérience. Puisque avant les questions, après il sera le temps de conclure, je vous dirai juste ça. Nous sommes certes des commerçants, mais nous sommes aussi des consultants. Ça veut dire que quand vous venez nous voir,
je sais qu'il y a de tout sur le marché, mais faites-vous un avis avec quelqu'un qui peut-être ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre, mais avec quelqu'un qui vous parlera. Alors, le mot bienveillance, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est important, mais surtout avec quelqu'un qui vous dira vrai. Ça veut dire, c'est le moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment, ça ne veut pas dire que votre dossier ne vaut pas la peine. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas qualifiable. Ça veut dire que tout simplement, il y a peut-être des actions à mener. Et la personne qui vous dit que vous n'êtes pas qualifiable sur l'instant T, demandez-lui comment faire pour devenir, au lieu de se braquer. Je pense que cette notion de conseil se développe de plus en plus. Nous avons un service qui y est dédié. Donc c'est une sorte de, je déteste ce mot, mais de coaching financier. D'accompagnement financier, voilà. Qui est juste une éducation financière. Cette éducation financière, c'est quoi? C'est juste comment je vais un peu mieux gérer pour devenir propriétaire. Voilà, c'est juste le message que je voulais vous faire passer. Dans ces moments difficiles que nous avons vécus depuis 1 an et demi de crise financière, l'espoir est là aujourd'hui, avec des biens immobiliers qui reviennent sur le marché, avec un marché du crédit qui s'améliore, qui n'est certes pas encore à son prime, comme on dit, à son maximum, mais sous ses plus belles parures, voilà, pour faire un peu plus de mots moins anglais et plus français. En revanche, il est important de vous constituer un patrimoine et de vous entourer de professionnels qui, en tout cas, savent comment vous guider et vous accompagner. Alors, certes, on coûte un peu de sous, mais imaginez ce que ça vous coûterait si vous étiez accompagné de quelqu'un d'incompétent. Voilà, c'était un peu la dernière idée. Moi, j'aime bien la notion de ce qui n'est pas cher finit par coûter très cher. Voilà. Une petite pensée pour une des propriétaires qui regarde très souvent les lives et qui fait partie des propriétaires qui j'explique qu'il faut baisser le prix. Et qui me répond, mais j'ai eu mon banquier et les taux sont en train de baisser. Les taux sont en train de baisser, oui. Mais si le bien était déjà trop cher avec un taux élevé, il restera toujours trop cher avec un taux à la baisse. Parce que les gens ne sont pas forcément prêts à surpayer un bien. Faites bien attention, il y a des nuances dans tout ce que l'on dit. Je valide 100% de ce que tu viens de dire, 100%, mais il y a toujours une nuance et il y a toujours une exception. L'exception n'étant jamais la règle, faites-vous accompagner d'un professionnel. Si vous estimez que vous avez besoin de personne, bah écoutez, nous, ce que disait Dan, et je suis totalement d'accord, nous ne sommes jamais rien que des conseilleurs. On vous donne, on vous vend un service d'accompagnement, vous n'en voulez pas, personne ne vous oblige. Bien sûr. Vous êtes très sincèrement, moi mon plaisir, c'est de voir un propriétaire ou un acquéreur qui vient me dire « Merci Monsieur Jean-Louis ». Et ça, je peux vous assurer que ça vaut toutes les commissions de la planète. Quand un propriétaire ou même une famille est au bord des larmes, tellement elle est contente d'avoir pu acheter, trouver, s'installer, parce que ça, c'est génial. Et bien ça, c'est l'essence même de notre métier, c'est le conseil. Voilà, c'est vraiment, vraiment une chose importante. Alors, on va, si tu veux bien, répondre à quelques questions. On est à 47 minutes sur le podcast. Je te propose qu'on réponde à une dizaine de questions. Donc à vous, non pas Cognac J, mais à vous, chers... alors les auditeurs, je suis désolé, vous n'êtes pas sur le live, donc on ne peut pas répondre à vos questions. Mais on va prendre des questions qui vont apparaître à partir de maintenant. J'en ai vu une tout à l'heure. Il y a beaucoup quand même d'histoires de CAF et de choses comme ça. Alors, les aides de la CAF ou toute pension ne peuvent pas être prises en charge parce qu'elles sont ce qu'on appelle non saisissables. D'accord. C'est-à-dire, alors tout d'abord, les banquiers le disent, ils ont cette formule, ils disent les allocations familiales, c'est pour l'éducation des enfants, pas pour la maison des parents. Ni pour acheter une télé. Encore moins pour acheter une télé. Voilà. En revanche, il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de l'âge des enfants, certaines banques retiennent un coefficient. Si votre enfant a plus de 12 ans, en général, ils ne seront pas pris en charge en dessous de 12 ans. Un coefficient peut être appliqué à la banque. Ce n'est pas une règle, c'est à la convenance de votre interlocuteur. Mais il faut bien comprendre que la CAF ou les pensions de retraite ou les pensions d'invalidité sont ce qu'on appelle non saisissables. Ça veut dire que si demain vous veniez à ne pas rembourser, personne ne peut venir chercher de l'argent sur ces pensions. Vous pouvez donc ne jamais rembourser la banque. Donc la banque va marquer une sorte de recul car le risque n'est pas assurant dans ce genre de cas pour elle. Il faut un minimum de garantie. Exactement. Alors,
Alors, certaines personnes font des affirmations. J'ai envie d'investir sur Paris pour un petit appartement en résidence secondaire ou en location. Très bonne idée. Merci pour les partages de la vidéo live. C'est c'est très sympa. Alors, je vous explique pourquoi. L'intérêt de partager la vidéo avec votre entourage permet, un partage de connaissances. Alors, nous, évidemment, vous, au travers de vos questions. Oui. Et ça, c'est passionnant. Parce que je me retrouve avec Dan, j'adore ça, mais je ne vous cache pas qu'on serait peut-être pas en train d'enregistrer un podcast, on serait peut-être en train de boire, évidemment, un Perrier avec une rondelle. Surtout qu'il y a un beau soleil à l'extérieur. Il y a un beau soleil à l'extérieur aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, merci pour les partages. C'est toujours agréable. Et puis, ça veut dire que forcément, on ne dit pas que des bêtises. Et ça, c'est pas désagréable. Alors, est-ce que nous avons une question? Est-ce que les auditeurs ont une question? Est-ce que le chumilibilique... Investir dans des garages ou un studio. Alors... Ouais, ça c'est facile. Garage à Paris... Moi, je déconseille. Ah, alors c'est intéressant. C'est intéressant. Je déconseille, moi. Garage, je vous dis oui. Pourquoi? Parce qu'avec tous les travaux qu'il y a à Paris, intramuros, si vous voulez garer votre voiture en bas de chez vous, je vous invite vraiment à aller acheter un parking. Alors... Parce qu'à l'extérieur, il n'y en aura plus. Garage, il n'y a pas de dégâts des eaux, il n'y a pas le papier peint qui est décollé, il n'y a pas les toilettes qui sont bouchées, il n'y a rien. Un studio, très intéressant aussi, évidemment, mais vous avez l'aléa du locataire. Et je n'ai pas encore entendu parler de squatter de parking, alors que j'ai déjà entendu parler de squatter de studio. Voilà, donc un petit conseil, garage, je trouve ça très bien, studio, je trouve ça très bien. Tout est une question de localisation, déjà. De localisation, l'environnement évidemment, et de ton projet de vie. Pourquoi tu n'es pas d'accord, toi? Non, moi je suis pas d'accord pour une raison. C'est que, alors non, le garage, c'est intéressant sur la rentabilité immédiate et à long terme. Mais en effet, des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, où certains ont pensé faire de Paris une ville à calèche, ça va être compliqué. En revanche, ce qui est clair, c'est que ces places de parking sont nécessaires. La seule chose, et ce en quoi je déconseille un peu, c'est que c'est ce qu'on appelle les garanties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banquiers, pour beaucoup, disent une place de parking, oui, mais faire un prêt immobilier dessus, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que ça nécessite ce qu'on appelle des garanties. Et les garanties sur les places de parking sont très dures à obtenir, car ce n'est pas un bien physique. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui habitez à l'intérieur, c'est un véhicule. Et le bien véhicule est un bien, ce qu'on appelle mobilier en droit. Donc, du coup, ça pose un problème de garantie. Et ces problèmes de garantie, parfois, pour les financer, c'est un petit peu compliqué. C'est en cela. Maintenant, le studio... Certes, il y a des problèmes de locataires. Toutefois, il y a des solutions à tout. Exactement. Ça s'appelle la garantie loyer impayé. Voilà. Donc, vous voulez investir dans de l'habitation, garantie loyer impayé obligatoire. Ouais. Vous êtes prévenu. Je nuance donc pour les parkings. En fait, pourquoi Dan il n'est pas d'accord? Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que si vous achetez à crédit, je suis d'accord. Mais admettons que j'ai du cash. Pas besoin de crédit. C'est un très bon taux de rentabilité. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant. Et moi, c'est ça qui me passionne aussi quand on fait des loans. Parce qu'on réfléchit ensemble. Et même si on s'apprécie, on peut ne pas être d'accord. Mais on a toujours un faisceau de connaissances qui fait qu'à un moment donné, on se recroise. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui, mais la rentabilité est excellente sur les parkings. C'est même pas... Alors, on a Pierre Dubosc. Bonjour, Pierre Dubosc. Pour une retraite améliorée en province... Qu'est-ce qu'il a écrit, lui? Quelle est la question? Alors, quelle est la question, cher retraité amélioré? Alors, ça, c'est bizarre, parce qu'il y a des commentaires. Ah. On veut mon argent. Ouais, bon. Tu n'en auras pas. Pas de bras, pas de chocolat. Salut les boss. Dis-moi. Non, ce qui m'épate toujours, c'est de voir, quel que soit le live, d'avoir quelques commentaires intelligents, entre guillemets. Et pourquoi pas. Je suis toujours épaté. Tu sais, il y a le phénomène de celui... Allez, puisqu'il n'y a pas... acheter un studio pour améliorer plus tard ma retraite en province, c'est une excellente idée. Ça, c'est Béa Zouzou 24. Alors, Béa Zouzou 24, le professionnel de l'immobilier te dit excellente idée.
Le financier Dan, aussi. le financier, Bien dit sûr. d'accord. Donc, Bien sûr. si c'est sur Paris et que tu as besoin qu'on te trouve un studio, bah, tu m'appelles, près de toi à payer une commission. Et si Dan... Alors, l'intérêt de passer par un professionnel, je vous le dis ça parce que c'est quand même une chose qui est importante. Moi, ma commission, elle est payée, c'est perdu. En revanche, quand vous passez par un professionnel comme Dan, lui, il va vous obtenir un prêt et si vous faites, il va vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Donc, quand il va vous prendre une commission de 1000, 2000 euros, 3000, 2000 euros, 2000 euros. vous êtes largement rentré dans vos frais. Mais il y a des gens qui prennent 2000 euros et hop, ils réfléchissent plus. Faites vos calculs, vous posez vos 2000 et vous regardez ce qu'il va vous proposer sur 10, 15, 20 ans. C'est peanuts, ce sont des cacahuètes pour ceux qui ne parlent pas anglais. Il y a une question quand même qui revient, c'est avec combien il faut de salaire pour avoir tant de crédit. Je vais être très clair avec vous, tout n'est pas dans le salaire. Il y a aussi beaucoup dans la gestion des comptes, dans le fameux diagnostic de performance énergétique. Le reste à vivre. Le reste à vivre. Il va y avoir également l'apport, parce que emprunter 300 000, bon, en effet, il y a une règle mathématique qui passe derrière. Mais derrière, les intervenants qui sont les banquiers vont vous demander de l'apport, et un apport qui va dépendre de son montant. Par exemple, là, ce matin, avant d'arriver, j'ai eu une discussion avec un banquier qui m'a dit diagnostic de performance énergétique qui était G, donc je veux 20% d'apport. Ouais, mais enfin, ça sort d'où ça? C'est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ouais. Bon, Heureusement, j'ai d'autres banques qui bossent sur des DPEG. Moi, ce banquier-là, je lui dirais, mais c'est bien. Non, mais le pauvre, c'est que lui, il y est pour rien. Mais non, mais je sais bien. Lui, il y est pour rien. Mais il faut pas lui taper dessus. Encore une fois, il y a une différence entre celui qui est en face de nous et celui qui est au-dessus dans les bureaux, qui dit DPE, et qui mange machin, et qui mange, voilà, et qui rentre à 14h30, à 16h30. Alors les gars, voilà. Pourquoi? Oui, alors quels sont les résultats? Mais il faut lui expliquer à ce monsieur-là que les DPE, vous faites passer 3 diagnostiqueurs. Avec le même algorithme, vous aurez vraisemblablement 3 résultats différents. Alors, il y avait un truc intéressant. Quelle est l'imposition quand nous avons une résidence principale ou secondaire? La résidence principale n'est pas assujettie à une taxation de plus-value lorsque vous en êtes propriétaire en monsieur, madame. Attention, si vous constituez une SCI, parce que là, vous rentrez sous ou tout type autre de société, car là, vous rentrez sous un avis d'imposition, en effet, sur une imposition, et elle qui est assez forte, mais c'est dégressif, le barème est dégressif en fonction des années. Pareil pour la résidence secondaire, imposition, en revanche, quel que soit le type d'acquisition et comment vous l'avez fait, jusqu'à 30 ans, barème dégressif, et après 30 ans, exonération totale de la plus-value. Alors, il y a une petite nuance à apporter, puisque pour le podcast, on va saluer le podcast. On vous remercie de nous avoir suivis sur le podcast. Ouais. Puisque le podcast va s'arrêter naturellement. Je vous invite sur le podcast à vous abonner. Et si vous voulez poser des questions, pour le moment, on ne fait pas de podcast en live. Je ne sais même pas si c'est possible, ça doit être possible. On verra ça. Si, c'est comme une émission de radio, en fait. Non okay. On pourrait faire ça aussi pour s'amuser. Ouais. Donc, on va continuer. Donc, pour le podcast, merci d'avoir été là. Vous étiez avec... Dan Arfi, directeur chez ASG Courtage. Paris 17. Voilà. Et Philippe Jean-Louis, qui a l'honneur de connaître Dan Arfi depuis 23 ans. 23 ans. Voilà. 23 ans. Donc merci pour le podcast, je vous remercie. La nuance que je voulais apporter sur la résidence principale. On n'est pas imposé, etc. Parfois, j'ai des propriétaires qui mettent leur résidence principale en vente et qui partent ailleurs, et ça reste leur résidence principale pendant quelques temps, et qui disent finalement, le temps de la mettre en vente, je vais la mettre en location. Si vous faites ça, c'est plus la résidence principale. Vous perdez le statut. Vous mettez un locataire pendant 3 ans, il part, et vous dites, finalement, je reprends la vente. C'est fini. C'est plus de la résidence principale. Donc, faites très attention, parce que parfois, je vois des gens qui conseillent des choses un peu particulières. Ici, on ne va vous conseiller que le strict reflet de la loi. Ouais, c'est ça. Donc, pas d'entourloupette à 2 balles qui vous mettrait dans des situations compliquées. On peut avoir l'enregistrement du live. Alors oui, vous pouvez avoir l'enregistrement du live sur YouTube. Vous tapez Philippe Jean-Louis Immobilier. Il y a une chaîne YouTube où je reprends l'intégralité du live à chaque fois. Et après, vous allez retrouver des extraits, parce que j'ai un petit logiciel qui permet de faire ça, qui fait des montages et des extraits de 30, 60, 90 secondes, même 2 minutes. C'est pas mal. Merci Guy. J'ai une maison, un appart que je loue. J'ai envie d'acheter sur Paris. Il me reste 10 ans pour la retraite. Oui, c'est possible.
Oui, alors Enfin, à vrai dire, décrit comme ça, c'est possible, mais ensuite... rien de particulier. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Nous, ce que l'on fait, c'est du sur-mesure, en fait. C'est-à-dire que Exactement. vous me demandez une veste, ben, très bien, je vais vous envoyer la veste, oui, mais c'est pas la bonne taille. Donc il faut se voir et je vais vous taper. Je vais pas vous taper, je vais vous couper les manches à la bonne taille, refaire le dos, les plis, etc. C'est un vrai travail d'artisan. Si on veut vraiment donner du conseil, c'est de l'artisanat. C'est pas, on fait pas de la masse. Moi, la masse, c'est quelque chose qui me convient pas. Qu'on n'a jamais fait. Je sais pas faire. C'est pas ma tasse de thé. Hein. On peut dire ça. On n'a jamais fait. Je croyais que c'était Albin Michel, mais je n'ai pas vu passer. Bonjour, est-ce que c'est le bon moment d'acheter avec cette guerre en Ukraine? Mohamed Yassine, oui. C'est le bon moment d'acheter. Nous ne sommes pas impactés par la guerre en Ukraine d'un point de vue immobilier et d'un point de vue économique sur l'immobilier. Malgré ce que veut faire cette technique qui, moi, m'insupporte de notre gouvernement, qui va utiliser l'Ukraine pour le poulet. L'Ukraine est responsable du poulet, l'Ukraine est responsable de l'électricité, l'augmentation du gaz. L'Ukraine, elle a bon dos, en fait. Nous, on est en France, Mohamed. Donc, Mohamed, en France, il n'y a pas la guerre. Donc, pour l'instant, on sera en guerre. Je ne te dirais pas forcément que c'est le bon moment d'acheter. C'est le moment de rénover. C'est le moment de rénover. Donc, oui, Mohamed, c'est le bon moment d'acheter. Les taux, oublie les taux. Si tu as quelque chose qui te semble intéressant, tu négocies. Je vous donne quand même un petit conseil pour ceux qui sont encore courageux, qui sont... on est presque une centaine encore. Tu penses que l'immobilier va baisser. Ça, c'est pour Mohamed Yassine. Tu penses que l'immobilier va baisser et tu penses le bien que tu vises, je donne un chiffre. Alors, je fais attention aux chiffres parce que la dernière fois, on m'a dit oui, mais vous donnez 1 million, mais tout le monde ne peut pas mettre 1 million. Bon, alors on va dire 100 000 euros. Voilà, tu vises un bien de 100 000 euros et tu penses qu'à la fin de l'année, ce bien-là vaudra 90. N'attends pas la fin de l'année pour une hypothétique baisse parce que je n'y crois pas. Fais tout de suite une offre à 90 000. Quel est le risque que tu prends? Que ta proposition soit acceptée. Et tu te retrouves donc avec le bien au prix que tu estimes juste. Et c'est ça le vrai conseil. Tout le reste, je vous invite à ne pas l'écouter. C'est de l'habillage. Voilà, c'est de l'habillage et c'est pas terrible. Voilà, Mohamed. Et encore un conseil gratuit, on n'a rien à gagner là-dessus. Ma femme et moi-même, on a acheté une maison. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai mis une chemise claire, mais en fait ça sert d'écran, ça. Tu vois. Ah, d'accord, ouais. Les intérêts, c'est de l'injustice. Oui. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bonjour, ma femme et moi-même, on a acheté une maison, mais on n'est pas mariés ni pacsés. Conseil, conseil d'aller voir un notaire en droit familial qui va vous paxer parce qu'aujourd'hui, puisque vous n'êtes ni marié ni pacsé, vous êtes considérés comme des associés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas reconnus comme un couple. Alors désolé, hein, le terme est un peu fort, mais juridiquement c'est le cas. Et par le Pacs, vous pourrez conserver l'usufruit. Après c'est un développement un peu long. Je vous conseille personnellement, si vous ne souhaitez pas vous marier, de faire un Pacs avec testament pour protéger nommément le dernier des vivants. Et ensuite après faire une donation au dernier des vivants via un notaire. Si vous êtes gérant d'entreprise, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un mandat de gouvernance qui évitera à vos enfants, si vous avez des enfants, de prendre des décisions aléatoires ou laisser un juge des tutelles liquider votre société. Alors on a une question qui n'est pas inintéressante. Suis-je lié à l'agence alors que ma mère a l'usufruit et la fratrie ne veut pas passer par l'agence? Alors ça, c'est une excellente question. La base, c'est que nul n'est censé rester en indivision. Donc on ne peut pas forcer ou empêcher quelqu'un de vendre. En revanche, sur l'intermédiaire, bonne question ça. Mais l'intermédiaire a besoin de la signature de tout le monde. Ouais. Donc de ce fait, si vous y opposez... Bizarrement, c'est une question sur laquelle j'irais peut-être vers un notaire, moi. Ouais, parce que c'est un petit peu byzantin, parce que est-ce que tu peux vendre d'un côté, on a du démembrement, donc on a la propriété, et l'usage de l'autre côté. C'est très technique. Alors là, attends, je vois rien sans mes lunettes, c'est terrible. Cher Nadia Bézioun. Nordine. Ah non, c'est juste en dessous. Nadia. Oui, Nadia Bézioun. Ouais, c'est toi qui avais raison. Alors, maintenant, tu portes tes lunettes.
ça, Nadia, écoute, moi je veux bien essayer de te répondre parce que c'est une chose qui n'est pas inintéressante. Je t'invite à m'écrire un message privé sur WhatsApp, pas SMS, hein, parce que j'en reçois c'est horrible. WhatsApp, et je répondrai à ta question. Je vais poser la question à mon notaire préféré. Je vais devoir oui. faire un dernier. Allez, on prend une dernière question. Vendre un bien. Allez. Ah, on en avait un. Alors, il y avait un ici, je crois. Attends, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'il dit lui? Est-ce que vous... Ah oui, d'accord. Oh là là, attends, excuse-moi. Attends, allez hop, activer le mode muet. Voilà, tous les débiles, ils sont muets comme ça, ils embêtent personne. Il y en a, c'est des génies quand même. Hein. C'est des génies. Les mecs, ils n'ont pas besoin d'aller sur la Lune, ils sont déjà dans la Lune. Comment faire? Mais comment faire à quoi? Bon, pourquoi pas. Bonjour Bugatti 007. Comment faire, mais pourquoi? Alors, bonjour, j'ai un 3 pièces, j'ai besoin d'un 4 pièces, est-ce le moment de vendre au Crédit Relais? Ah, ça y est, comment faire? J'ai compris, je vous ai relié. Bonjour Bugatti, désolé, j'avais pas vu plus haut. Bugatti 007. Ce sera la dernière question. Ça sera la dernière question, mais je vais vous répondre. J'ai besoin d'un 4 pièces. Est-ce que c'est le moment? Oui, on y a répondu il y a quelques minutes, parce que le marché est quand même bon actuellement et les taux baissent. Est-ce qu'il faut passer par un pré-relais? Le pré-relais, c'est une notion qui fait extrêmement peur aux acquéreurs. Le pré-relais, c'est une avance de trésorerie sur le bien que vous vendez et qui vous permet de réaliser cette opération. Maintenant, ça dépend de son montage. Il existe 3 types de montage. C'est assez technique, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous invite, j'ai le droit de nommer. Bien sûr. Je vous invite parce qu'il y a certaines banques dont le montage est un peu compliqué, mais si vous voulez avoir une certaine souplesse, je vous invite à vous rapprocher de la BNP, qui a un montage qui est parfaitement calibré pour les particuliers et qui enlève cette notion de peur, car vous n'allez pas cumuler les mensualités, mais vous allez avoir une seule mensualité. Je vous invite à vous rapprocher également du Crédit Agricole, qui a la même manière de travailler, c'est-à-dire de rassurer les particuliers avec son pré-relais, et une troisième banque, comme ça au moins, voilà, de vous rapprocher également de la Caisse d'épargne, car ce sont des banques qui, dans leur manière de travailler le pré-relais, mettent en avant le confort mensuel financier du couple et pas leur intérêt à eux. Ça ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas bien, qu'on se comprenne bien, c'est juste que leur méthodologie n'est pas forcément toujours la plus reconnue par les particuliers. Voilà pourquoi je me permettais de vous dire ça. Alors, ça c'est l'avis du financier. Et vous avez l'avis du professionnel de l'immobilier. Ne prenez pas de prêt relais. C'est pas compliqué. C'est une épée de Damoclès que vous mettez au-dessus de la tête. Ah mais bien sûr. Et techniquement, qu'est-ce qui se passe? Le crédit relais, ça va être maximum 70% de la valeur du bien que vous avez. D'accord? Oui. On est dans un marché qui est quand même pas le marché le plus porteur que je connaisse. Oui. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un an, c'est pas vendu. La banque va commencer à vous appeler. Alors, il y a des touches, il n'y a pas de touches. C'est avant un an. Hein. C'est au bout de 6 mois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je ne vous cache pas qu'à mon avis, vous allez commencer à moins bien dormir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On va reprendre un an. Vous allez reprendre une année. Et puis, 1 an et demi, il ne reste plus que 6 mois. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez finir par brader votre bien. Parce que rien ne se fait de bien dans la précipitation. Si vous voulez vivre confortablement, c'est pas compliqué, mettez votre bien en vente dans un premier temps. Vous réalisez la vente, vous mettez l'argent sur votre compte, vous savez exactement à l'euro près ce qui va être disponible. Et pourquoi c'est intéressant? Ah oui, je sais, vous avez bien vu, mais qu'est-ce que je fais entre deux? Ben, on ne peut pas tout avoir. Si vous prenez cette somme-là, vous la mettez sur un compte, qui rapporte pas, peu importe. Vous allez pouvoir aller voir votre banquier et dire, écoutez, voilà, moi je vise une 4e chambre, ce que j'ai vaut 300 000 euros, ce que je veux acheter vaut 400 000. Ben, je suis sûr que vous allez avoir donc 300 000 euros d'apport, un crédit de 100 000. Je pense que ce sera plus confortable pour vous et au moins vous ne serez pas amené à vous dire, bon, il me fallait 300 000, je vais vendre 280 000, comme ça je suis débarrassé du crédit relais. Je ne vous conseillerais jamais de faire un crédit relais. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le point de vue du financier qui n'est pas le mien. Pourquoi moi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà eu en 25 ans 2 expériences de clients
qui était dramatique. Ça m'a traumatisé. Alors, j'ai peut-être pas rencontré les bons clients qui m'ont dit c'est fantastique, c'était terrible. Mais on a tous vécu ça. Hein. Attention, moi en tant que financier, je vous le dis, et j'ai l'honnêteté de le dire, j'ai des clients qui ont mis beaucoup de temps à vendre. Mais une fois de plus, je ne vous ai pas conseillé 3 banques au hasard. Ce sont des banques qui ont une vraie expertise là-dedans. Les autres aussi, mais sur une autre modélisation économique. C'est pour ça que je n'ai avancé que ces 3-là. Mais ce sont 3 banques à aujourd'hui, mars 2024. Dans un mois, ce sera peut-être différent. Absolument. Mais j'entends ton point de vue. En revanche, tous n'ont pas le sentiment de vouloir passer par une phase transitoire et ils se disent, en fin de compte, ça ne coûte tant. Allez, allons-y, ça ne me coûte que tant. Et vous voilà informé, vous êtes majeur et responsable et vous prenez vos décisions en fonction de vos sensibilités. On avait dit qu'on prenait une dernière question. Bah écoute, c'était clair. Ah, c'est clair et net. Merci Zen. Merci. Si vous voulez être Zen, pas de crédit relais. Voilà, ce sera le dernier mot. Payer un loyer, c'est tout de même... bah voilà. Merci. Ah, alors il y a quelqu'un... Et la troisième, BNP, Guy. Alors, Crédit Agricole, Caisse d'épargne et BNP. Et ça s'appelle des montages en relais rachat. Voilà, je vous donne le terme technique, c'est ce qu'on appelle des relais rachats. La banque doit fonctionner avec ce qu'on appelle un relais rachat et chacun après a la dénomination commerciale de son produit, puisque les banques, comme plein d'autres acteurs du marché, ont ce qu'on appelle des catalogues. Et dans ces catalogues, c'est des produits qui sont décrits. Et vous, ce dont vous avez besoin, ça s'appelle un relais rachat. Voilà. Ben voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle journée. Avec Dan, tu te représentes une dernière fois parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient d'arriver. Dan Arfi, courtier en prêt immobilier, directeur d'agence chez ASG Courtage Paris 17. Et Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999 à Paris, le 16e en particulier. Et le credo sur tous mes comptes de com, c'est Immobilier Paris, parlons vrai. Voilà, c'est du brut de décoffrage. Et je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil et vous laisser faire des bêtises. Je suis là pour vous informer. Et si on a réussi à vous informer au mieux de vos intérêts, puisque je vous rappelle encore une fois que ce live est totalement gratuit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais vraiment, moi, ça me fait plaisir. Moi aussi. Et j'adore ça. Donc, abonnez-vous. Je vois qu'il y a des personnes qui s'abonnent. Abonnez-vous pour le prochain live. Et puis, on essaye de le faire avec nos agendas un petit peu... En général, on essaie de se tenir un par trimestre au moins. Un par trimestre, c'est le minimum. C'est ce qu'on a fait pour l'instant à peu près. Exactement. Et voilà. On parle de crédit une fois par trimestre. Et allez, il y a une dernière question. Moi, je suis désolé parce qu'il y a quelqu'un qui est retraité, si je crois, trop tard, mais merci quand même. Alors, c'est Lazaria. Et Lazaria, exceptionnellement, est-ce que tu peux... je vous rappelle dans la semaine prochaine. D'accord. Et Lazaria, je crois qu'elle est retraitée. C'est une histoire comme ça. Parce que je vous rappelle qu'à un moment donné, on sera tous retraités. Hein. Donc, je demande un crédit en étant retraité et en ayant pour gage la même somme que la banque me refuse. Alors, il existe des banques qui sont spécialisées là-dedans. Si vous n'avez plus d'emprunt en cours, je vous conseille de passer par le Crédit Municipal de Toulon, qui est une banque qui est spécialisée dans les prêts relais sur 5 ans. C'est ce qu'on appelle, il a une dénomination commerciale, qui est ce qu'on appelle le HYPO relais, donc HYPO plus loin relais. Et c'est une banque qui peut vous faire un prêt relais sur 5 ans et qui vous demandera en gage votre bien et vous prêtera 70% de la valeur de votre bien. Ça vous coûtera une expertise diligentée par un expert immobilier reconnu auprès d'une cour. Et attention, j'en profite. Moi, j'ai été expert immobilier à la Chambre des experts immobiliers de France. Je ne le suis plus. Donc, ne tombez pas dans le traquenard de n'importe quel réseau ou n'importe quel professionnel qui dira je suis un expert. Non. C'est faux. Hein. C'est un expert diligenté, c'est la banque qui le choisit. Hein. Voilà. C'est la banque qui le choisit. Une expertise, c'est pas un avis de valeur. Donc, notez bien, je vous conseille le Crédit Municipal de Toulon. Et ça vous coûtera un peu de sous parce que c'est une banque qui fait quasiment que ça, qui est spécialisée dans les retraités. Et en plus de ça, pourquoi? Parce que c'est une des seules banques qui vous propose une assurance, mais pour laquelle vous avez le choix de la refuser. Ah oui, d'accord. Ils en parleront. Mais honnêtement, c'est un produit qui est très spécifique, qui va correspondre vraiment à cette question. C'est une banque, voilà, les particuliers, n'allez pas forcément chez eux, c'est pas votre cible, c'est très 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 spécifique.
Mais en tout cas, pour vous, madame, qui cherchez à le faire, c'est eux qui pourront s'en occuper. Je l'adore. Il me sort des trucs. C'est la Banque de Toulon, c'est ça? Crédit municipal de Toulon. Le Crédit municipal de Toulon. Je n'en ai jamais entendu parler. Ce type est fantastique. Merci Lazaria. Tous les retraités qui nous regardent, écoutez, si vous avez loupé, ceux qui viennent d'arriver, puisqu'on repart à la hausse au niveau des gens qui consultent, YouTube, vous avez l'intégrale et je vais couper, il y aura des petits extraits. Voilà, on doit filer, je vous embrasse, il est déjà parti. Non, je ne suis pas parti, je suis encore là, mais je vous à vous le souhaite une très studio, belle journée. merci Cognac J. Allez, on vous embrasse, abonnez-vous et merci de nous suivre. De nous suivre. Allez, à bientôt et on vous embrasse.